Alors bonjour Thomas Macaire. Bonjour. Alors vous êtes chef de produit Voilà, chez Nikon France. Oui, tout à fait, chef de produit sur la gamme des boîtiers professionnels, des optiques. Ok. Alors cette grande annonce aujourd'hui, enfin annonce de quelques semaines, donc, que vous venez présenter aujourd'hui. Donc c'est la première date du Nikon Pro Tour en France, ici à Bordeaux. Vous allez à Nantes ensuite, jeudi je crois, puis Lille, ouais. d'autres... Lille, Aix, Paris, Lyon. D'accord. On a au total 7 dates, 7 journées. Où on va présenter le D4, le D800 et puis l'ensemble du parc optique existant, pour qu'à la fois les photographes et les vidéastes puissent prendre une meilleure connaissance de nos boîtiers, du positionnement des uns par rapport aux autres. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis leur permettre surtout de les essayer. C'est une des forces du Nikon Pro Tour, c'est d'avoir à notre disposition des boîtiers et des optiques pour que chacun puisse utiliser l'un, l'autre, le temps de faire quelques images en photo et en vidéo pour se faire vraiment une idée propre de ces boîtiers. Bon alors ces deux produits que vous venez nous présenter aujourd'hui, le D4 et le D800, on les a vachement attendus, un petit peu plus que prévu. Alors c'est pas de votre faute. C'est vrai que la nature a été pas vraiment clémente ces derniers mois, avec une catastrophe absolument gigantesque au Japon, des inondations sans précédent en Thaïlande. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous faire un petit point sur la situation Alors la situation a été rétablie de manière vraiment impressionnante, à la fois à la suite du tsunami en mars l'année dernière, très rapidement en fait l'usine de Sendai qui est l'usine de montage des boîtiers professionnels, donc à l'époque les D3S, les D700 étaient montés là-bas, l'usine a été opérationnelle très rapidement. Et puis c'est vrai qu'avec les inondations en Thaïlande, on a eu un arrêt de la production sur les boîtiers. Alors là c'était plutôt les boîtiers entrée de gamme, arrêt de la production, et puis l'entreprise Nikon, de par ses partenariats, de par sa volonté de répondre rapidement à la demande, a en l'espace de 2 mois, 3 mois, réussi à réinstaller des usines de montage ailleurs. Donc pour nous permettre aujourd'hui d'être en pleine production et d'avoir les produits qu'on souhaite. Alors on aimerait en avoir plus, on aimerait avoir plus de D4, plus de D800, la demande est vraiment très impressionnante. On a une demande qui est plus forte que sur les anciennes générations de boîtiers pro. Exactement. Ouais. Moi je me rappelle à l'époque du D3 où il avait vraiment fallu attendre quelques mois pour mettre la main sur un précieux. Ceux qui ont pu anticiper et se mettre sur des listes d'attente chez des revendeurs seront les premiers servis, bien évidemment. On en est où chez Panajou à Bordeaux par exemple, moi qui suis 11e? Je laisserai Panajou le dire. Ouais, il y a une grosse attente qui dépasse effectivement. Je pense que le D3 a été un peu révolutionnaire dans sa manière de photographier. Beaucoup de photographes qui ont rejoint Nikon avec ce D3. Le D3S a enfoncé le clou, le D700 est également une très belle réponse. Là, les deux produits qui arrivent, le D4 d'une part, le D800, ont des positionnements, on va en parler, qui sont extrêmement précis l'un par rapport à l'autre, qui changent aussi la donne et qui donnent une grande attente des photographes, des vidéastes sur ces modèles. Donc on a une demande qui est vraiment impressionnante. Donc un attrait qui semble quand même, on va y revenir ça sur ce segment spécifique de la vidéo, mais qui semble quand même un peu lié à ce nouvel essor de la vidéo sur réflexe. Un petit peu, vous le ressentez ça quand même? On le ressent, on le ressentait avant l'arrivée du D800 ou du D4. C'est pour ça que vous aviez préparé ces produits. Tout à fait, ouais. Où même si on était les premiers à proposer avec le D90 un boîtier réflexe qui proposait de la vidéo, on sait que ça n'a pas rencontré le succès qu'on attendait. On avait des positionnements qui ne répondaient pas tout à fait aux attentes des vidéastes. On a beaucoup travaillé là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, avec le retour vidéo, la possibilité d'utiliser la sortie HDMI, etc., on a une avance colossale sur le fait de faire de la vidéo sur un DSLR. D'accord. Donc alors concernant cette grosse annonce qu'on a tant attendue, alors il y a eu quelques surprises d'un côté comme de l'autre sur chacun des boîtiers. Alors bon, c'est vrai que moins sur le D4 quand même, qui évolue plutôt comme on l'attendait, et tant mieux, en tant que photographe professionnel. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que l'évolution en termes de pixels soit nulle ou peu importante, ce qui est le cas parce qu'on passe de 12 à 16, ce qui est quand même notable parce que c'est un tiers en plus, vous le notez. Mais voilà, c'est vrai que la montée en pixels n'est pas l'argument et c'est vrai que c'est plus ce qu'on attend au profit des ISO, où là on est bien au rendez-vous avec un plafonnement à 205 800 je crois. Ouais, 205 800, ouais. Donc on attend impatiemment de voir ce que ça donne.
En revanche, on progresse en termes de plafonnement ISO avec le I+4 à 205 000, mais on reste à 12 800 en natif comme sur un D3S. Pourquoi? Alors sur un D3S, on était à 12 800, ce qui était déjà un palier par rapport au D3, qui était à 6004. Notre volonté, c'était d'être... on avait beaucoup travaillé sur les ISO, sur les boîtiers précédents. On a voulu surtout ne pas dégrader ce qui était aujourd'hui considéré comme un acquis, et donc conserver ça malgré l'augmentation de définition. Et ça paraît peut-être rien de passer de 12 à 16, c'est quand même une concentration plus importante, des photosites qui sont plus petits. Donc le fait de conserver cette fonctionnalité de 12 800 ISO comme palier standard, on va dire, en haute sensibilité, c'est déjà quelque chose qui est une avance par rapport au boîtier précédent. Garder la qualité d'image en offrant quand même un petit peu plus de pixels. Voilà, plus de pixels pour s'offrir un peu plus de recadrage, ou éventuellement faire du crop à la prise de vue. Mais en gonflant quand même le plafonnement pour dire voilà, on est quand même capable d'aller jusqu'à 205 800 ISO comme l'a fait la maison d'en face. Ça sera certainement aussi bon, mais peut-être psychologiquement dire attention, on est dans les rangs ISO qui sont H+, et donc peut-être du coup moins décevoir l'utilisateur si c'est pas exactement à la hauteur. S'il se dit dis donc 205 000, ça bruite quand même vachement plus que mon D3 à 25 000 qui était aussi en H+. Alors qu'on ne se trompe pas, hein, c'est bien la volonté de Nikon déjà de dire qu'on a des sensibilités jusqu'à 12008, qu'après ce sont des sensibilités hors normes. Elles sont exploitables, elles sont complètement exploitables. Moi je vois par exemple, je suis sur un D3 depuis 4 ans maintenant, qui est donc en natif jusqu'à 6400. J'utilise très régulièrement à 12 800 ISO parce que c'est super exploitable. C'est vrai qu'à 25 600, ça, je dirais même plus que ça bruite, on est presque dans du grain qui pourrait être agréable sur du noir et blanc, mais bon, ça reste exploitable à 12 800 ISO, si on sait un petit peu utiliser son boîtier, et qu'on travaille en RAW et qu'on a une post-prod un petit peu réfléchie, c'est même pas exploitable, c'est très très bon. Oui, c'est utilisable. La volonté de donc on attend la même chose sur un D4. On l'a, mais avec un palier encore supplémentaire, et donc être aujourd'hui à 12 800 ISO ou à 25 600 sur un D4, c'est extrêmement confortable. Donc alors, en revanche, les grosses surprises de cette annonce d'il y a quelques semaines, ça a été le D800. On attendait le D800, on l'attendait au tournant après le D4, on savait que ces deux annonces étaient un peu liées. 36 millions de pixels, on n'a pas voulu y croire. Pourtant, on a eu des rumeurs qui étaient sûres à 99%. On se disait c'est pas possible, c'est un poisson d'avril en avance. La course aux pixels, pour nous, c'est fini. C'est mort et enterré. On sait qu'aujourd'hui c'est la course aux ISO. Alors là on arrive avec un boîtier qui a 36 millions de pixels, c'est-à-dire 3 fois plus qu'un D700, et qui reste sur le rang ISO du D3, donc des rangs ISO qui ont été mis en place il y a 4 ans. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, j'imagine que c'est réfléchi, que c'est voulu et qu'il y a quelque chose derrière qui fonde tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors c'est effectivement un changement de donne, un changement de stratégie pour la marque Nikon, un changement aussi dans les habitudes des photographes, qui pouvaient avoir un D3 et un D700 comme étant deux boîtiers dans lesquels ils avaient les mêmes usages, avec des changements en termes d'ergonomie très faibles, mais en termes de poids, etc. Beaucoup de confrères qui utilisent un D700, soit tout seul, soit accompagné d'autres boîtiers, ne voient pas dans le D800 le successeur de leur D700. C'est quelque part pas un successeur de D800, voilà. C'est vraiment un nouveau positionnement, parce qu'on va chercher la très haute définition. Alors pourquoi ce D800 on a acquis avec le D700 la capacité de monter en sensibilité. Vous l'avez dit moi-même, il y a une course à la sensibilité parce que finalement la sensibilité c'était un des éléments sur lesquels on avait le plus besoin de travailler sur la génération précédente. On a réussi. Le D700, 6400 ISO, c'est une sensibilité qui est extrêmement intéressante pour révolutionner la manière de faire des photos. Ça on l'a gardé. C'est vraiment un statu quo, on a capitalisé sur cette sensibilité-là. Et on a essayé d'aller dans d'autres directions. L'autre direction, c'était de monter la sensibilité, de monter la définition. Et on s'est dit jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller sans dégrader la sensibilité. On est allé jusqu'à 3600 ISO. Donc, ce qu'on a révolutionné dans la sensibilité avec le D700, on pense qu'on va aussi, quelque part, révolutionner, enfin, apporter une révolution pour les photographes, pour qu'ils puissent révolutionner leur manière de faire des photos. Cette fois-ci, du côté de la définition, en allant chercher des images qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent. C'est vraiment cette orientation-là. Vous êtes allé jusqu'à 3600 ISO? Jusqu'à 36 millions de pixels. 36 millions de pixels. Pardon, 36 millions de pixels. C'était les mêmes chiffres, on n'est pas dans le norme.
Ok. Donc du coup, alors c'est vrai qu'on a l'impression de voir s'esquisser un changement dans la gamme Pro. Vous en avez parlé un petit peu dans la conférence Alors il y a quelques minutes. C'est des changements, puisqu'effectivement le D800 n'est pas un petit D4, voilà. Comme on avait un peu l'impression avec le D700 et le D3. On a vraiment deux positionnements qui sont complémentaires pour le coup. On va avoir dans le D4 un boîtier qui va être extrêmement véloce et qui va monter en sensibilité. On va avoir dans le D800 un boîtier qui offre un maximum de définition, de détails, pour faire des images qu'on n'a jamais réalisées jusqu'à présent. D'accord. Donc du coup, je rebondis sur un point dont vous avez brièvement parlé et une question qui a priori semble s'esquisser. Vous avez parlé du recadrage sur le capteur. Alors c'est vrai qu'avec un D800 à 36 millions de pixels, on recadre en DX, on est encore à 15,4 millions de pixels. Alors quel avenir pour le format DX dans la photo pro? Est-ce qu'on attend un D400 DX ou est-ce qu'on attend un D400 plein format avec moins de pixels? Quel est l'avenir du format DX dans la photographie professionnelle? Le format DX, c'est toujours un format qui pour nous a une réelle existence. Dans la photo professionnelle, j'entends, pas dans la photo amateur et sur les boîtiers entrée de gamme. Déjà de manière globale dans la gamme, si on a lancé en 2004 des objectifs DX, c'est parce qu'on avait une vraie volonté d'avoir une gamme qui soit homogène sur des boîtiers DX. Donc le format DX, c'est un boîtier qui va continuer. Le format FX prend de l'ampleur avec l'arrivée du D700 il y a quelques années, le D800 aujourd'hui, qui sont les boîtiers entrée de gamme en FX, on va dire. C'est évidemment un développement qui est en cours et qui va continuer du côté du DX. Même dans la gamme, on est de retour avec Thomas. On a changé d'ambiance parce qu'il y a une conférence qui devait se préparer et se mettre en place. Donc voilà, donc vous étiez en train de nous parler du format DX dans la photo professionnelle. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, un positionnement comme le D300S aujourd'hui, qui est un boîtier qui, de par sa prise en main, de par sa robustesse, est un boîtier professionnel, avec une visée à 100% également, ce qui montre son positionnement professionnel sur un format DX, et un boîtier qui répond à des attentes, notamment pour l'animalier. Donc on a des orientations qui sont dans le développement de la gamme, sur du FX, sur du DX, de manière générale, une vraie place au format DX. Puisque comme je le disais tout à l'heure, on a une gamme optique au format DX qui est vraiment dédiée à ça et c'est vraiment quelque chose auquel on croit. Alors la vidéo, il y a une conférence justement qui se prépare, c'est pour ça qu'on a dû bouger. Vidéo, nouvelle passion des photographes ou pas, c'est un peu polémique ça, il y a encore, on va pas dire des irréductibles, mais des puristes qui vont dire la vidéo c'est la vidéo, la photo c'est la photo, dans le sens on ne veut pas d'un boîtier qui va brider ses capacités en photo pour pouvoir faire de la vidéo. On n'a pas envie de s'encombrer avec un boîtier qui sera peut-être plus lourd ou je ne sais quoi, on entend plein de choses. On n'a pas l'impression que la vidéo déjà bride les capacités des boîtiers quand on voit un D4 ou un D800. Un D4 qui a des options vidéo que n'avait pas le D3S apporte même en photo des grandes avancées. Donc là, il n'y a effectivement pas de crainte à avoir là. Après, la vidéo, c'est une option qu'on propose. C'est en aucun cas une obligation. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un boîtier D4 sans option vidéo, puis je ne vois pas quel serait l'intérêt, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé en fonction du besoin. Mais on a peut-être en termes de budget, peut-être que l'argument avancé par certains réticents à la vidéo, ils vont vous dire bon alors c'est super, mais moi mon D3S quand il est sorti il coûtait 4500. Bon, le D3 faisait vidéo, donc c'est un mauvais exemple. Le D3 qui a révolutionné la photo en termes d'ISO, quand il est sorti, il était à 4800 €. Là, aujourd'hui, si je veux m'offrir un D4 flambant neuf, c'est 1000 € de plus. Et donc, on va forcément mettre la faute sur le dos de la vidéo. Ce qui serait pas forcément judicieux, parce que si on prend un autre exemple comme celui du D800 par rapport à un D700, on a un positionnement prix qui est pratiquement le même au lancement. Donc non, l'apport de la vidéo n'est pas l'explication d'un changement de positionnement prix ou d'une augmentation du prix au lancement. La vidéo, c'est quelque chose qu'on intègre comme partie prenante du boîtier. Mais encore une fois, il y a des photographes en fait, qui ne souhaitent pas faire l'expérience de la vidéo. Il y a des photographes qui sentent qu'ils ont un intérêt à le faire parce qu'ils vont pouvoir se différencier par rapport à leurs frères.
Il y a des photographes qui sont obligés de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que la vidéo est un élément qui est demandé de plus en plus dans les productions. Donc c'était normal que Nikon le propose. Au niveau du positionnement des deux boîtiers en vidéo, au niveau de la com qui est faite, on a vraiment le sentiment que c'est le D800 qui est mis en avant comme le boîtier cinéaste. Sur le papier, en termes de vidéo, D4 et D800 ont les mêmes performances, si ce n'est que le D4 en plus aura une performance ISO plus importante et donc permettra parce qu'on peut bien utiliser les performances ISO du D4 en vidéo. On peut filmer à 12800 ISO, voire plus. Ouais, tout à fait. Effectivement, le positionnement vidéo est rigoureusement le même, à quelques exceptions près, entre le D800 et entre le D4. Alors, l'attente peut-être sur un D800 qui est peut-être un peu supérieur par rapport à un D4, c'est le positionnement prix et l'encombrement, qui font que naturellement le D800 va avoir une aura plus importante dans la photo et dans la vidéo pour une certaine cible qui est effectivement plus large que celle d'un D4. Et d'un point de vue marketing, on est aussi quand même sur le segment du 5D Mark II qui a vraiment explosé ce truc. Et donc on a un form factor plus proche du 5D Mark II qui nous a habitués, même si c'est Nikon qui a lancé la vidéo sur réflexe avec oui, mais 90. Est-ce que voilà, c'est une volonté de le positionner en 5D killer, ce D800? C'est ce qu'on attend d'ailleurs. Non, c'est pas l'idée. Notre idée, c'est d'apporter des réponses par rapport aux besoins en termes de vidéo. On voit qu'aujourd'hui, la différence, même par rapport à la concurrence, elle est quand même assez importante. Non, je crois que c'est le positionnement de ce boîtier qui fait qu'il a une attractivité particulière et que les vidéastes, on a parlé des photographes tout à l'heure qui peuvent s'orienter vers la vidéo, mais les vidéastes aujourd'hui attendent un boîtier plutôt de ce genre-là, avec un positionnement de prix de ce genre-là. Et ponctuellement, ils pourront effectivement utiliser le D4 pour ses apports supplémentaires, notamment en termes de sensibilité, en termes de crop, parce qu'il y a un mode crop supplémentaire. Oui, effectivement, le D800 sera le boîtier de la vidéo. Super. Alors j'ai une toute petite dernière question, plus pour la curiosité et puis pour rêver un peu, pour se projeter. Donc on a parlé de la course aux pixels, de la course aux ISO dans laquelle on est en plein, la course aux pixels qu'on imagine un petit peu plus finie ou enterrée. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle course, la course à la dynamique par exemple? On voit l'apparition d'un mode HDR sur le D4. Donc est-ce qu'on doit attendre des nouvelles choses comme ça? Et surtout une question que beaucoup se posent, est-ce qu'il y a une limite physique à l'augmentation de la plage ISO, comme il peut y avoir une limite à l'augmentation du nombre de pixels? On pense, on peut pas mettre 200 millions de pixels sur un capteur 24-36 parce qu'on aura un problème de place tout bêtement. Est-ce qu'il y a une limite physique à la montée en ISO, ou est-ce qu'on peut s'attendre à voir, comme ça se profile depuis quelques années de façon exponentielle, est-ce qu'on peut atteindre le million d'ISO sur les prochaines générations de boîtiers? Les limites, elles sont forcément générationnelles. C'est-à-dire que les limites qu'on avait il y a 10 ans, quand on a lancé le 2, n'étaient pas les limites qu'on a aujourd'hui. On sait, de par la conception des capteurs, de par le traitement d'image, on peut faire déplacer les limites. Donc j'ai envie de dire, ne nous limitons pas aujourd'hui, soyons conscients des besoins des photographes et des vidéastes, essayons d'y répondre au maximum et apportons les outils qui répondent à ce besoin en fonction des possibilités de génération en génération, des possibilités techniques qui sont offertes par les conceptions de capteurs et par l'ingénierie en traitement d'image. Après, sur les évolutions des boîtiers, c'est vrai qu'on a fait un jump là avec les 36 millions de pixels sur le D800, on avait beaucoup travaillé la sensibilité avant. On sait que dans plein de domaines, il y a des améliorations possibles sur la qualité de l'image, sur la reconnaissance, sur le fait d'avoir des automatisations de reconnaissance pour faire du suivi de suivi. On a les processeurs de traitement d'image qui évoluent extrêmement rapidement. Voilà, les analyses qui permettent aux photographes d'avoir une facilité et d'augmenter sa confiance dans le métier. Il y a, je pense, des améliorations qu'on pourra faire sur la transmission, sur l'autonomie, sur la finesse des écrans. Il y a plein de domaines sur lesquels je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et même si les D4 et D800 c'est des boîtiers extrêmement matures et qui répondent vraiment à un besoin aujourd'hui, concrètement, à des tarifs qui sont quand même assez bien positionnés. Voilà, l'avenir nous apportera sûrement de nouvelles solutions. Mais
Et voilà, on n'a pas la boule de cristal, donc pour l'instant, les D800 et les D4 viennent juste d'être disponibles, donc il faut se concentrer là-dessus. Super, merci beaucoup. Donc maintenant on va aller tester ces nouveaux boîtiers pour prendre des petites images simples. Merci beaucoup Thomas.